beaucoup Alice pour cette invitation et pour cette présentation très complète, à la fois de ce que je fais et des enjeux du séminaire aujourd'hui. Donc, comme tu as dit, moi, j'ai une formation plutôt en sociologie, sociologie des risques et sociologie des technologies. C'est comme ça que j'ai été embauchée au Centre sismologique euro-méditerranéen parce qu'ils comprenaient les séismes, mais ils ne comprenaient pas forcément le rapport à l'information qu'il y avait tout autour de ça. Donc, c'est mon travail. Et donc, ça fait 5 ans maintenant que je travaille à l'interface entre la sismologie et la sociologie. Et donc, à faire un peu la traduction entre les deux mondes. Et c'est d'autant plus intéressant et important pour le projet Osmose d'arriver à comprendre les enjeux pour les deux parties qui sont les sciences sociales et la sismologie. Voilà. Et donc, dans le cadre de notre travail au CSEM, on a beaucoup travaillé sur les fausses informations parce qu'on est un service d'information au public et donc on est très régulièrement confronté à des fausses informations. Et la question, c'était comment on y répond. Et évidemment, pour y répondre, il faut les comprendre. Donc, on a mené un travail en partie avec des projets européens dont je parlerai un peu plus tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. D'abord, essayer de savoir un peu de quoi on parle quand on parle des fausses informations liées au séisme. Donc là, je précise bien, on va parler surtout des fausses informations liées au séisme. Quelles sont les conséquences de ces fausses informations et surtout pourquoi les personnes créent, croient et partagent des fausses informations. Et en sachant tout ça, en ayant répondu plus ou moins à ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, au CSEM, on est vraiment dans une dynamique de recherche-action, donc je sais que ça diffère un peu de ce que vous pouvez faire ici, donc je vous préviens, on est un peu dans la recherche-action, mais voilà, c'est des domaines complémentaires qu'on peut faire, pouvoir s'en sortir. Donc, juste un peu de contexte avant d'aller plus loin. Donc, moi, je travaille au CSM, le logo que vous avez là-haut. On a travaillé sur des questions des fausses informations liées au séisme avec 3 projets européens. Donc, le premier qui est Turkey et Rise qui sont presque finis, et Core qui est le nouveau projet qui prend et qui traite vraiment des fausses informations liées à toutes les crises. Et voilà, comment gérer ça et faire en sorte qu'on les réduise. Et il y a un petit volet fausses informations dans Osmose aussi, de comment on fait pour que l'information qui arrive aussi aux citoyens et qui est partagée par les citoyens avec lesquels on travaille soit une information fiable, vérifiée et comprendre les croyances, etc. La méthodologie, on s'est beaucoup appuyé sur une revue de littérature autant que possible, ça c'est très classique. On a quelques cas d'études, notamment quand il y a un grand séisme. En général, on essaye de chercher quelles ont pu être les fausses informations et de comprendre et de documenter un peu ça. Et on a aussi 2 enquêtes, donc une qui a été faite auprès des scientifiques, j'y reviendrai un peu plus tard, pour essayer de comprendre la question du consensus en sismologie, et une auprès du public pour voir quand on essaye de prévenir les fausses informations, est-ce que ça marche? Pour les résultats qu'on a pour l'instant et dont je vais parler un peu tout au long de la présentation, mais je préférais les mettre ici comme ça, vous avez un peu un aperçu global. Donc on a réalisé un guide de communication à l'usage des scientifiques, des psychologues. Alors, je sais pas, il y a des personnes voilà, qui n'ont pas désactivé, bon, on désactive d'office les micros des personnes. Donc le guide de communication à l'usage des scientifiques, on a aussi des publications scientifiques pour documenter un peu ce qu'on fait, de la recherche vraiment classique, et on a essayé de mettre en pratique au sein du CSEM, notamment sur un robot Twitter, certains des résultats qu'on a eus pour limiter l'apparition des fausses informations. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, vous avez le programme complet de ce qu'on fait. Alors, la première question, c'est de quoi on parle. Donc, on a plusieurs termes. Évidemment, vous avez tous été confrontés à des fausses informations, que ce soit, et ça touche tous les domaines, bien sûr, ce n'est pas du tout lié qu'au séisme, la politique, le domaine de la santé. Voilà, on est tous les jours potentiellement confrontés à des fausses informations, et ces fausses informations, elles n'ont rien de nouveau. Il y a toujours eu des rumeurs depuis la nuit des temps. On a quand même observé qu'il y a une massification du phénomène liée aux réseaux sociaux, mais ils n'ont pas du tout inventé les fausses informations. Ils accélèrent le phénomène, mais il était préexistant. Et donc, il y a
Il y a un certain nombre de termes qui sont parfois employés les uns pour les autres et qui en fait sont pas complètement similaires. Donc on parle de rumeurs, donc ça c'est plutôt des informations. Je ne vais pas donner des définitions très précises, mais l'idée de la rumeur, c'est une information qui n'est pas vérifiée et qui se répand. Et donc on ne sait pas, peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse, et on n'a pas vraiment de moyen de vérifier, mais elle se répand et souvent très vite. Il y a la fausse information qui est simplement une information qui est fausse. La question, c'est comment on détermine qu'une information est fausse. Est-ce que c'est binaire ou pas et qui a le pouvoir de décider qu'une information est fausse. Il y a la question de la désinformation, dont vous avez peut-être entendu parler. La désinformation, l'idée derrière, c'est qu'il y a une intentionnalité et on propage une fausse information dans un but précis et souvent dans un but de nuire. Et enfin, il y a les fameuses fake news. Ça, c'est un terme anglo-saxon qui a été vraiment popularisé par Donald Trump. Ce qui est intéressant dans la fake news, c'est qu'il y a quelque chose de très performatif derrière. Une fois qu'on a labellisé une information comme étant une fake news, on a envie de dire cette information est fausse, elle a été propagée pour me nuire. Et si vous êtes avec moi, vous savez que c'est une fausse information et qu'elle a un but de nuire. Okay, et c'est vraiment un label qu'on appose à un but, dans un dessin particulier. Donc, ils ne sont pas du tout complètement similaires, ces termes, et ça nous amène à nous intéresser à plusieurs caractéristiques des fausses informations. Donc déjà, la question de quel est le degré de vérité d'une information, ce n'est pas toujours facile à évaluer. Et surtout, ce n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Une information, elle n'est pas forcément complètement fausse ou complètement vraie. Donc, il faut vraiment sortir de cette binarité. Il y a le caractère vérifiable ou pas de l'information. Est-ce qu'on est en mesure, soit à un instant T, soit parce qu'on a des connaissances limitées, de définir si c'est une vraie information ou pas? Et est-ce que quelqu'un, même à travers ce monde, est capable? Ce qu'on va voir, c'est que en réalité, la science a aussi des limites. Et donc, on ne peut pas toujours avoir une information vérifiable. Voilà. Donc, ça, c'est des choses à garder en mémoire quand on parle de ce sujet-là. Donc, le troisième élément, c'est l'intentionnalité derrière. Est-ce que quand on propage une fausse information, on le fait en étant conscient du fait qu'elle est fausse et à dessein ou pas? On va voir que ce n'est pas toujours le cas. Et ce que j'ai appelé la positionnalité, c'est vraiment qui peut décider, qui a autorité sur l'information et qui décide de ce que c'est une vraie information ou pas. Sachant que évidemment derrière, on en parlait avec Alice ce midi, il y a tous les enjeux de pouvoir autour du savoir. Foucault dirait ça mieux que nous. Mais voilà, donc des enjeux de pouvoir autour du savoir, de la connaissance, de l'information. Voilà, donc ça c'était un peu pour poser le cadre sémantique avant de commencer. Nous, dans nos travaux, on a souvent utilisé une définition, donc plutôt des travaux qui ont été publiés en anglais, qui est le fait qu'une misinformation, c'est donc une fausse information, c'est une information qui est fausse ou qui entraîne les personnes sur un chemin un peu glissant à l'égard, et donc on décide qu'elle est fausse à l'égard de la connaissance qui est accessible à un temps donné. Et donc, pour nous, on considère aussi que la misinformation, elle est communiquée sans intention de nuire. Donc, on distingue vraiment la misinformation de disinformation. Voilà. Et pourquoi on s'est intéressé à ça, au problème des fausses informations? Parce qu'il y a des travaux qui montrent que, évidemment, comme on a dit tout à l'heure, il y a toujours des fausses informations, mais leur masse et leur vitesse de propagation s'accroît dans un contexte de crise, et donc y compris en cas de séisme. Voilà. Alors ensuite, je vous ai choisi quelques exemples. Donc Alice a déjà parlé du cas d'Haïti, donc c'est très bien comme ça, je gagne un peu de temps. non, mais bon, vous pourrez aller voir, il y a des ressources. Ce qui est intéressant dans le cas d'Haïti, c'est que c'est un des premiers cas qui a été documenté en ce qui concerne les séismes, parce que c'est 2010, c'était vraiment le début de l'essor des réseaux sociaux, et donc on a vraiment pu documenter ça. Et voilà, et donc voir les différents types de fausses informations. Il y avait effectivement des fausses informations sur l'origine du séisme. Donc, est-ce que c'était un essai nucléaire ou pas, voilà.
Après, s'ajoutent les croyances éventuellement religieuses, vaudou, etc. Mais il y a aussi eu des fausses informations sur la réponse. Donc, où étaient les militaires, qu'est-ce qui se faisait, etc. Et il y a eu des fausses informations sur le choléra. Donc, ça faisait vraiment un ensemble Enfin, c'était vraiment un terrain fertile pour les fausses informations. Je vous ai mis ensuite le cas de Mayotte en bas en 2018. Donc là, Mayotte, il y a eu c'est une petite île française dans l'océan Indien, qui n'est pas normalement une région sismique, ou en tout cas qui était faiblement sismique. Et il y a eu pendant une longue période un très grand nombre de séismes, ce qu'on appelle un naissant. Et c'était des séismes qui étaient inexpliqués, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de connaissances scientifiques de pourquoi il y avait des séismes. Et les chercheurs étaient en incapacité de dire quoi que ce soit. Et il y a eu beaucoup de silence, à la fois de la part des chercheurs et à la fois des autorités. Et c'est ce silence qui a pour le coup été le terreau fertile des fausses informations, puisqu'il fallait donner une explication. Et comme il n'y en avait pas d'officiel, on en a trouvé ailleurs. Donc il y a eu effectivement encore là des croyances religieuses et animistes. Il y a eu aussi des théories complotistes avec des forages pétroliers secrets. Et c'est même allé jusque dans la presse, puisque le journal de Mayotte a relayé une sorte de théorie un peu conspirationniste, puisque donc il y avait ces forages pétroliers soi-disant secrets, et qui était une zone normalement interdite, et j'ai oublié son nom, Monsieur Allen, qui est un des cofondateurs de Microsoft, est allé avec son yacht sur la zone, et il est mort 2 jours après. Coïncidence, mystère. Et donc, il y en a quand même la presse qui a relayé cette information et donc qui a alimenté les rumeurs et les complots. Je vous ai mis le cas de l'Albanie donc en 2019, il y a eu un séisme et il y a eu ensuite, quelques heures après le séisme, une information relayée par un média en ligne, par des journalistes complètement qualifiés. Il y a eu l'information d'une réplique qui allait se produire dans la nuit. Et donc, ça a créé complètement un mouvement de panique parmi la population. Et donc, les personnes ont commencé à fuir la ville et à dormir dehors. Et en fait, voilà, donc je ne sais pas à quel point tout l'auditoire est au courant, mais on ne peut pas prédire les séismes. Alors, on peut dire des informations sur les répliques, mais en aucun cas, ça aurait pu être vérifié de cette façon-là. Ça a créé la panique. Voilà. Donc, c'est quand même problématique dans un contexte de crise. Ça ajoute complètement de l'anxiété à celle qui existait déjà. Et enfin, je vous ai mis le cas de La Palma. Alors ça, c'est un cas très spécifique à nous, le CSEM. Ce que vous voyez, c'est l'image. Donc, il y a eu un dessin de séisme à La Palma en 2021. Et en fait, c'est une toute petite zone. Et donc, nous, on randomise un peu la localisation des séismes. Et donc, quand on zoome, chaque petit point que vous voyez, c'est un séisme. Et évidemment, ils sont en réalité, on ne peut pas faire une grille comme ça. Mais donc, puisque c'était randomisé, les personnes ont commencé à zoomer et à voir que il y avait un pattern comme ça en forme de grille. Et donc, évidemment, ça ne pouvait pas être naturel. Si ce n'était pas naturel, c'était les Américains. Qu'est-ce que tu peux dire? Oui, La Palma. Oui, La Palma, c'est une petite île des Canaries. D'accord. Et donc, c'est une carte qui a été produite par... Alors, c'est une carte qui est accessible sur le site du CSEM et qui est donc zoomable. Et donc, c'est vraiment tous les séismes qui se sont produits dans la zone. Et voilà. Et donc, c'est vraiment l'image du zoom qui a circulé ensuite sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et donc, on a dû démentir, évidemment, mais démentir, c'est pas toujours facile. Donc ça, c'est un peu les exemples qu'on voit qui sont liés vraiment à des séismes très particuliers. Et ça, bon, vous pouvez peut-être pas voir, mais ça, c'est un problème qu'on a souvent avec les informations sur les réseaux sociaux. La fausse information qu'on trouve le plus sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, ce sont des fausses prédictions. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve en continu. Ce n'est pas forcément lié à un séisme, c'est des fausses informations en continu. Donc souvent, elles ont peu d'audience,
mais il peut arriver que pour une raison ou une autre, elles en aient, et donc il faut savoir comment gérer ça. Il y a juste celui que je ne sais pas si non, on ne verra pas. L'image, ah si, celui-là. Ça, c'est un cas très particulier. C'est une personne qui fait des prédictions et qui a réussi, on ne sait pas exactement comment, à créer une énorme communauté, notamment sur YouTube. Et donc, il a des lives en continu et il fait des prédictions de séisme. Et il a vraiment fédéré une communauté un peu conspirationniste, mais pas complètement, et qui est vraiment centrée sur la prédiction de séisme. Et voilà, donc c'est à la fois intéressant d'un point de vue de la préparation parce qu'il fait aussi beaucoup de conseils pour comment se préparer en cas de séisme. Mais en même temps, il propage des fausses informations. Donc, c'est pour montrer aussi un peu l'ambivalence parfois de ces fausses informations. Et quand tu dis une grosse communauté, alors, je ne me souviens plus, ça se compte en dizaines de milliers de personnes qui le suivent. Et donc, voilà, il est plus sur Twitter, mais voilà, pour la petite histoire, c'est une communauté suffisamment fédérée pour qu'une fois, j'ai dû subir une sorte de raid, de petits raids de personnes qui font partie de cette communauté et qui essayent de démentir mes propos. Voilà. Donc, c'est ce genre de processus. Exactement. Donc, en analysant un peu tous les cas qu'on avait avec le groupe de chercheurs avec lequel je travaillais sur la question, on a regroupé un peu les fausses informations liées au séisme en 3 grandes catégories. La première, c'est la création de séisme. Donc, un peu comme on voyait à La Palma avec la grille, il y a une fausse information qui est on peut créer de façon intentionnelle des séismes. Voilà. Donc ça, c'est la première grande catégorie avec plein de petites nuances, mais on va voir ça un peu plus tard. La deuxième, c'est vraiment la prédiction de séisme. Ça, on voit qu'il y a, évidemment, il y a un flot de prédictions un peu continu, mais elles apparaissent souvent et elles ont beaucoup d'audience après les forts séismes, les séismes qui impactent la population. Donc ça, c'est quelque chose, au CSEM, sur Twitter, c'est quelque chose qu'on observe quasi systématiquement et donc sur lequel on peut travailler. Et la troisième catégorie, c'est les liens entre séisme et climat ou météo. Donc l'idée, par exemple, qu'il y aurait plus de séismes quand il pleut, ou alors qu'il y aurait une saison des séismes, etc., qui sont plus souvent liés à des biais de confirmation. Vous avez ressenti un séisme quand il pleuvait, et la fois d'après aussi. C'est quand même une coïncidence importante. Voilà, donc ça, c'est pour garder un peu en tête la typologie des fausses informations. La question donc ensuite, c'est quelles conséquences ça a en fait de croire ou de partager ces fausses informations d'un point de vue assez global. Évidemment, ce n'est pas de très bonnes conséquences, vous imaginez. Il y en a qui sont assez tangibles et qu'on observe souvent. Donc d'abord, ça a créé de la peur, de l'anxiété chez des personnes qui sont déjà anxieuses puisqu'elles viennent de vivre un séisme. Et ça peut aller jusqu'à c'est plus rare, mais ça peut aller jusqu'à des mouvements de panique, comme on voyait un peu en Allemagne. Ça peut aussi empêcher la bonne conduite des actions de gestion de crise. Si tout le monde commence à prendre sa voiture et à empêcher l'arrivée des secours, c'est problématique. Et donc, ça peut aussi créer des dangers qui auraient pu être évités, des personnes qui se mettent dans des situations dangereuses parce qu'elles ont eu une information contradictoire, etc. Ça, c'est pour les effets un peu tangibles qu'on a observés, mais il y a un effet qui est encore plus pernicieux et qui est vraiment celui de la défiance que ça crée vis-à-vis de l'information en général, de l'information produite par les scientifiques, par les autorités, etc. À la fin, on ne sait plus forcément qui croire et il y a une méfiance. Et donc, ça, c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à mesurer, évidemment, mais c'est quand même quelque chose qu'on observe, notamment à Mayotte, où vraiment, quand on a mené des entretiens après les centres de séisme, on voyait bien toute la méfiance qu'il y avait du fait non seulement de l'absence d'informations, mais aussi de la croyance des fausses informations. Reste à savoir donc pourquoi les personnes créent, croient et partagent les fausses informations. Alors, sur la création de fausses informations, on n'a pas forcément d'éléments très
très, très tangible parce qu'on sait pas toujours facile de remonter à la source d'une fausse information. Et comme elles sont pas toutes diffusées, créées de façon intentionnelle, il n'y a pas forcément de raison pour laquelle on crée les informations. Je me souviens qu'avec Alice, on avait un peu parlé de mais comment on fait en fait pour créer une fausse information. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout nouveau. Ça fait vraiment très longtemps, je prends évidemment l'exemple de Sally, qu'on sait manipuler des photos, on sait créer de la fausse information depuis qu'on sait faire de l'information. Donc, c'est pas forcément un problème technique. Évidemment, aujourd'hui, on a des moyens beaucoup plus forts. Donc je vous ai mis l'exemple des deepfakes, qui sont des façons de créer complètement des fausses photos ou des fausses vidéos. Et l'effet est assez bluffant. On peut complètement s'y tromper. Voilà, donc il y a des moyens techniques, tout comme il y a aussi des robots qui publient sur les réseaux sociaux des fausses informations, etc. Donc ça fait complètement partie du problème, mais c'est presque un problème tellement grand que, en tout cas, nous, à notre échelle, on n'a pas du tout encore fait suffisamment de recherches, etc., pour combler. Et par ailleurs, on n'a pas non plus eu encore, pour l'instant, d'exemples de fausses informations à si grande échelle dans le cas des séismes. Il y a moins d'enjeux que sur le politique ou sur l'économie, etc. Donc, on est presque sauvé, entre guillemets, pour l'instant, épargné. Je touche du bois, voilà. En revanche, il y a quand même des fausses informations qui sont faites à dessein. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Petrinja en 2019. Donc, il y a un séisme à Petrinja et en Croatie. Et il y a peu d'informations sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment exactement là-bas. Et dans les quelques heures qui suivent le séisme, il y a cette photo qui circule sur Facebook pour dire la ville a été rasée, envoyer des sous pour soutenir Petrinja. Il se trouve que ça n'est pas du tout Petrinja, c'est Amatrice en 2016. Donc ça, c'est quand même la création d'une fausse information. On voit très bien quel est le but. Évidemment, c'est de récolter de l'information. C'est évidemment très mal intentionné. Voilà. Il y a eu évidemment des personnes qui ont donné et ça a été compliqué de faire arrêter cette fausse information. Même s'il y a des fact-checkers locaux qui ont travaillé à la question, mais voilà. Après, il y a des moyens en réalité pour savoir que probablement c'est pas, ça ne pouvait pas être des Petrinja, mais il faut vraiment être éveillé à la question des fausses informations et savoir reconnaître et prendre le temps de savoir reconnaître. Typiquement, on observe très très peu de photos prises par des drones, en tout cas à l'heure actuelle, si peu de temps après un séisme. Or, on voit bien que c'est une vue aérienne, etc. Donc, c'est des petits éléments qui pourraient permettre, en théorie, de savoir que c'est une fausse information, mais ça demande une conscience de la question, une méfiance et une éducation particulière. Ça, c'est un peu ce qu'on peut dire sur la question de la création de fausses informations, mais la plupart du temps, en fait, c'est plutôt une information qui a été mal comprise et qui a été reprise et partagée. Voilà. Donc, sur la question de la croyance dans les fausses informations, on voit bien que les fausses informations, elles se propagent, comme dans le cas de Mayotte, quand il n'y a pas d'information autoritative pour combler ce besoin d'information. Et après un séisme, c'est un des plus forts besoins, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer. Et donc, s'il n'y a pas d'information des autorités, ou en tout cas qui fait autorité, il y a un risque que les fausses informations peuvent se c'est très spécifique au séisme parce que ce sont des événements liés à un fort degré d'incertitude. Quand il y a un séisme, d'abord, on ne peut pas le prévoir de façon précise. On ne pourra pas dire à quelle heure, à quel lieu et avec quelle intensité, avec quelle force il va se produire. C'est pas possible, on peut faire des probabilités, mais elles sont parfois mal comprises. Et donc, c'est la mécompréhension qui augmente aussi le risque de fausses informations. Et donc après un séisme, si on a besoin d'une information et qu'on a besoin de faire sens de ce qui se passe, et qu'on arrive avec une information qui semble plausible, il y a de fortes chances qu'on n'aille pas chercher plus loin que la plausibilité. Et ça renforce l'apparition et la croyance dans les fausses informations.
Et par ailleurs, un peu comme on disait sur les pluies, si on a des éléments qui nous semblent corroborer la fausse information, on va avoir complètement un biais de confirmation, surtout qu'on est dans l'urgence après un séisme, et on a besoin de cette information vraiment très vite. Je parlais tout à l'heure d'incertitude, il y a aussi effectivement l'ambiguïté quand on a une information qui est donnée dans des termes très scientifiques ou probabilistes. Il y a de fortes chances que ce soit mal compris. Donc, ça entraîne des fausses croyances, des fausses interprétations et donc des fausses informations. Et à tout ça s'ajoute le fait que globalement, le niveau en sismologie, il est très faible. Je plaide coupable. Moi, je connaissais rien au séisme avant de m'intéresser un peu à la question. Et donc, non seulement on connaît peu de choses sur la sismologie, mais on connaît aussi, et on a une fausse avis, je dis on, c'est collectivement en tant que société, sur ce que la sismologie peut donner comme information ou pas. Donc, on n'a pas une idée forcément claire de à quel moment dans le temps on va pouvoir avoir une information sur le séisme, sa localisation, le risque tsunami par exemple, et le risque de réplique. Et encore plus, est-ce que ma maison elle va tenir, etc. Donc, on n'a pas, en n'ayant pas cette connaissance de ce que la science peut apporter ou pas, on a des fausses attentes en fait. Et ces fausses attentes, elles sont comblées par des fausses informations. Donc, c'est aussi réfléchir à comment on peut mieux éduquer sur la sismologie et sur les compétences de la sismologie. Voilà. Une fois qu'on croit une fausse information, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut informer nos proches. Voilà. Et donc, c'est ça c'est vraiment un mécanisme social le plus basique. On a une information et le monde doit savoir. Voilà, on a tous déjà eu ces expériences. Je pense que c'est aussi important d'avoir beaucoup d'humilité sur cette question. On a tous des croyances dans des fausses informations. Voilà, c'est un mécanisme complètement social et c'est important de s'en rendre compte et d'avoir un peu d'humilité à ce niveau-là. Alors après, pourquoi elles se partagent si vite? On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est vraiment un effet boule de neige pour les informations, les fausses informations. D'abord parce qu'il y a un très faible niveau de modération, donc une fois qu'une fausse information est lancée, c'est très dur de l'arrêter. Et voilà. Le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux, ils sont faits par des algorithmes qui privilégient, qui rendent plus visibles les contenus qui sont susceptibles d'être les plus engageants, donc les plus likés, entre guillemets, voilà, qui génèrent de la réaction. Et les fausses informations sont particulièrement propices à ça, puisqu'elles sont sensationnelles et voilà. Donc ça, c'est une question vraiment des algorithmes et comment on fait pour gérer ça, sachant que évidemment, nous, chercheurs, ou nous, CSEM, on n'a pas du tout la main là-dessus. Voilà. Et donc, il y a vraiment aussi le point, donc, comme on disait tout à l'heure, que le public, il attend des informations et il l'attend en particulier sur les réseaux sociaux. C'est vraiment devenu une nouvelle habitude informationnelle. Et donc, il faut que non seulement il y ait une communication, mais qu'elle soit faite là où le public l'attend, c'est-à-dire en partie sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout le seul canal sur lequel communiquer en temps de crise, mais c'est un des canaux et un des canaux. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pour les raisons socio-techniques. Et il y a aussi tout un faisceau de raisons plutôt d'ordre psychologique. On parlait tout à l'heure de l'anxiété qui est celle des personnes qui viennent de subir un séisme. Ça augmente le besoin de faire sens de ce qui vient de se passer. Et ça diminue, à contrario, l'attention qu'on peut porter d'habitude à vérifier une information. Là, on est anxieux et il faut que et tout va très vite. Et donc, on peut partager, on est plus, la propension à partager sans vérifier l'information est plus grande. Voilà. Ça, c'est un peu, je pense que c'est vraiment un message très important, en fait, quand on parle des fausses informations, de dire, donc j'insiste vraiment beaucoup dessus, mais je pense que c'est vraiment important de bien avoir ça en tête, c'est le plus souvent, quand on partage une fausse information après un séisme, c'est le plus souvent non intentionnel. Donc le but du jeu, c'est pas du tout de culpabiliser les personnes qui partagent ces fausses informations. C'est plutôt de comprendre pourquoi elles le font et limiter chaque petit
facteurs qui entraînent le phénomène. Voilà, et donc c'est aussi une forme de conclusion de cette partie de dire que la propagation des fausses informations, elle est vraiment alimentée par les incertitudes, des malentendus par rapport à la compréhension des informations, nos propres biais cognitifs aussi, et un manque de culture scientifique, auquel s'ajoute une absence de consensus scientifique sur certaines questions. Ou en tout cas de perception d'un consensus scientifique par le public. Voilà, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai mis là les deux termes un peu clés de la prévention contre les fausses informations, qui sont le preventing et le debunking. Le but, c'est vraiment de prévenir leur apparition, parce que ça va être beaucoup plus efficace que d'essayer de reconfirmer, enfin de corriger une fausse information. Donc, le but, c'est vraiment qu'elle n'apparaisse pas. Comment ça, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il y a tout un pan qui est, on a vu, puisque les algorithmes favorisent tout ça, ça serait bien qu'on puisse travailler collectivement, si on pouvait, avec les gérants des réseaux sociaux pour voir comment faire pour limiter ces fausses informations. Ils le font en partie sur certains moments clés, par exemple, pour certaines élections, ils peuvent limiter les tweets concernant ou pour des fausses informations qu'ils connaissent. Mais ils sont aussi, c'est vraiment des cultures, pour le coup, c'est des cultures d'entreprises, les plus souvent américaines, qui sont très axées sur la liberté d'expression. Et donc, à quel moment ça rentre en conflit et qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'évidemment, on n'a pas de pouvoir sur ces grandes entreprises. Le deuxième axe clé, c'est donc de faire le fact-checking. Donc ça, vous en avez tous vu, tous les journaux en font aujourd'hui. Donc de prendre une information, de vérifier si elle est vraie ou pas, dans quelle mesure, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qu'on peut vérifier ou pas. Donc ça, c'est devenu assez classique. Ce qui est plus nouveau, c'est vraiment cette idée du pre-bunking. Donc vous avez là le nom d'un chercheur qui travaille beaucoup dessus, donc Simon van der Linden. Et le but, c'est vraiment de prévenir l'apparition des fausses informations en expliquant pourquoi elles pourraient apparaître, pourquoi elles sont fausses, et d'amener la personne cible à avoir un regard critique sur sa propre compréhension et son propre vulnérabilité aux fausses informations. Donc de développer aussi toute une pratique informationnelle, comment vérifier une information. Et un autre pan qui est qui est peu encore utilisé aujourd'hui, c'est celui de la législation. Finalement, quelle responsabilité on a quand on propage une fausse information. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est en construction. C'est un champ de recherche, je pense, compliqué. Moi, je ne suis pas du tout... je ne fais pas de la législation, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un des axes pour travailler sur ce sujet-là. Et enfin, globalement, c'est quand même d'arriver à mieux communiquer à la fois le risque et la science, en tout cas dans le cas des séismes. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit guide de communication dont je vous parlais tout à l'heure, qui est disponible en ligne pour ceux que ça intéresse. Mais le but, c'est vraiment de faire en sorte que d'abord, les personnes qui communiquent le risque et la science soient au courant de ces enjeux-là et qu'elles aient des outils tout simplement pour mieux communiquer. Donc je vous ai mis là un petit guide, enfin un petit extrait de ce qu'on a fait. En gros, on a classifié, au milieu, vous avez, au centre là, vous avez un gros événement. On va pas la souhaiter. Si on l'a. Vous avez un gros séisme et puis vous avez aussi des répliques par ici et un séisme un peu précurseur ou isolé avant. Et en fait, on s'aperçoit que les différents, je ne sais pas si vous vous souvenez des trois grands types de fausses informations, et on s'aperçoit qu'elles n'apparaissent pas exactement au même moment. Et donc, si on connaît mieux les patterns de fausses informations, on va pouvoir aussi mieux les prévenir. Alors, pour l'instant, ça c'est encore quelque chose qui est en cours d'étude, de comment mieux évaluer ce pattern. Pour l'instant, c'est quelque chose qu'on observe, mais on aimerait bien systématiser cette étude-là. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, puisque les prédictions de séisme arrivent souvent après quelques heures après
après un séisme important. Et si on peut publier une information pour prévenir le risque de fausses informations, de fausses prédictions, juste entre le séisme et leur apparition, est-ce que ça va marcher? Voilà. On a aussi toute une palette de recommandations qui a trait vraiment à la communication et à comment on fait pour toucher plus le public, les citoyens, en s'adaptant. Et là c'est vraiment là où les sciences sociales et la sociologie ont complètement leur place, de vraiment s'adapter à la culture des personnes qui viennent de ressentir le séisme et à qui on s'adresse. Donc, c'est évidemment des questions de langue, d'acculturation à la culture scientifique ou aux cartes, etc. Donc, comment on fait pour vraiment s'adresser au mieux en fonction de tout un tas de critères culturels. Donc ça, c'était vraiment pour l'aspect communication, mais on s'est aussi aperçu que, donc là je reviens un peu à la question de qu'est-ce qui est une vraie ou une fausse information, notamment en sismologie, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas forcément un consensus scientifique très clair sur toutes les questions. C'est vraiment lié au fait que, et ça aussi c'est quelque chose dont on a trop peu conscience, la sismologie c'est une science relativement jeune par rapport à d'autres sciences. Et donc il y a tout un tas de questions qui restent encore insolvables. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas en sismologie, et donc il y a des questions évidemment qui font toujours débat dans la communauté. Alors même que la perception de cet accord scientifique, de ce consensus, elle est vraiment très importante, elle est déterminante pour la façon dont la société va se construire sa perception de la science. Et on le voit par exemple, la question du consensus, elle a été vraiment centrale dans la question du dérèglement climatique. Donc on s'est un peu inspiré de ce qu'eux avaient fait, parce que c'est aussi un domaine dans lequel il y a beaucoup de fausses informations. Et donc ils ont, eux, travaillé à l'établissement de ce consensus. C'est aussi comme ça qu'on a les rapports du GIEC, etc. Mais c'est un processus très lourd, en fait, d'arriver à un processus. Bon, j'imagine que... Voilà. Donc, on s'est demandé un peu comment on pouvait faire, nous, à notre échelle. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une liste des propositions qu'on entend le plus souvent sur les séismes. Donc, on en a sélectionné 13. Et en fait, on a testé auprès de 164 scientifiques, géoscientifiques. En fait, on leur a demandé pour chacune des 13 propositions de nous dire si elles étaient vraies ou fausses sur une échelle évidemment pas binaire. Je crois qu'il y avait 7 propositions. Et de nous dire aussi à quel point ils étaient sûrs d'eux. Ce qui permet aussi d'avoir la force du consensus. Et ensuite de pouvoir établir. Ces 164 scientifiques, c'est des scientifiques de sciences géosciences, ouais. Géosciences. Donc pas tous des sismologues. Après, il y a beaucoup de divisions dans les géosciences. Donc je vais pas, je laisserai la parole aux géoscientifiques derrière ça. Mais donc voilà, ils n'étaient pas tous sismologues, mais grosso modo c'est géosciences. Donc ça veut dire on les a sélectionnés parce qu'on a considéré qu'ils avaient tous un avis à donner sur cette question. Ils avaient tous leur place et donc peut-être la question de comment on les a sélectionnés. On était une équipe de 7 chercheurs qui travaillaient tous dans des instituts de recherche sismologique ou géosciences différents, et donc ça a été fait. Et donc avec des réponses qui viennent de 35 pays, je crois. 35 pays, donc international. Voilà, alors là c'est un peu petit, je suis désolée pour la qualité, mais en gros vous avez, plus c'est de la même couleur, donc on a classé les 13 propositions, et plus c'est de la même couleur, plus il y a un consensus. Donc le premier c'est les séismes peuvent être causés par des forces supernaturelles. Donc ça c'est vraiment la première ligne que vous avez, donc vous voyez que le consensus il est assez large, et la réponse elle est plutôt non. À l'inverse, vous avez la première ligne là. Donc tout le rouge, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Complètement faux. Et en bleu, vous avez complètement vrai. D'accord. Voilà. Et en gris, vous avez les personnes qui sont indécises.
Ça veut dire qu'il y a quand même un scientifique qui a dit complètement vrai. Bon, ok. C'est qui? Oui, c'est exact. Et il me semble que donc il y avait une partie où on pouvait justement expliquer un peu le choix. Et je pense que ce scientifique a expliqué que c'était suffisamment vrai dans la tête de certaines personnes pour que ça soit vrai. Donc ça va vraiment de l'ordre des croyances. Voilà. Mais il y a quand même des indécis qui n'ont pas voulu se prononcer. Sachant que dans Force Supernaturelle, ça peut engranger beaucoup de choses. Voilà. Et donc, pour vous donner un deuxième exemple de ce qui est très consensuel aussi, c'est la dernière ligne là, qui est les séismes peuvent créer par des activités humaines. Et donc ça, il y a un consensus assez large sur le fait que c'est vrai. Je précise pour les non-spécialistes que ça peut être vrai, par exemple, avec des activités de forage ou de géothermie, etc. Nos amis de Strasbourg peuvent en parler, par exemple, puisqu'il y a des séismes qui sont créés par l'activité humaine. Est-ce que tu peux juste rapidement dire les 13 Ouais. Points? Alors, donc, le premier, donc, c'est les forces naturelles. Le deuxième, c'est les séismes sont plus fréquents à un temps particulier de la journée. Le troisième, c'est certains séismes ont été créés par des individus avec des intentions malicieuses, malveillantes. Merci. Ça ne pourrait pas rentrer dans la catégorie de séisme qui a été causé par les forces supernaturelles, du coup? C'est vraiment par des personnes humaines. Ah. Donc, ce serait l'idée, par exemple, qu'un gouvernement peut créer un séisme à un endroit précis, pour des raisons belliqueuses, etc. Ensuite, on a les séismes sont plus fréquents à un moment particulier de l'année. Donc, il y aurait une saison des séismes, par exemple. Ensuite, on a la sismicité s'accroît. Donc, vraiment, là, c'est assez intéressant parce que c'est très partagé. Les séismes sont plus fréquents avec un certain type de météo, d'où l'idée de la pluie. Les séismes peuvent être créés par des gouvernements ou des individus. Donc là, on est vraiment, je pense, au maximum de ce qu'on peut être pas de consensus. C'est vraiment très partagé. Les séismes peuvent être prédits. Donc là, c'est un des cas assez intéressants où il n'y a pas vraiment de consensus très fort, mais on sent que la réponse est plutôt non. Et en fait, pourquoi? C'est parce que la terminologie, à dessein, elle est très ambiguë. Elle est très ambiguë, mais et on l'a fait à dessein parce que c'est ce qu'on retrouve le plus souvent comme façon de dire cette affirmation. Et évidemment, pour les scientifiques, ça pose problème parce que la réponse, elle n'est pas du tout aussi simple. Et donc, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est compliqué de se prononcer. Ensuite, on a une affirmation qui est les petits séismes peuvent prévenir les plus gros de se produire. Le changement climatique va causer plus de séismes, ou en tout cas va faire en sorte que les séismes soient plus fréquents. Les séismes sont plus fréquents avec les marées. Enfin, en tout cas, les séismes dépendent des marées. Et assez intéressant, les répliques peuvent être prédites. Voilà. Sachant que si on presque plus certain qu'on ne peut pas prédire les séismes, en tout cas, on peut calculer des probabilités un peu plus précises sur les répliques. Voilà. Donc là, il n'y a aucun consensus, c'est la dernière question. Et la dernière, c'est effectivement les séismes peuvent être créés par de l'activité humaine. Voilà. Sachant que ce qui peut être intéressant de regarder aussi, c'est la question de l'indécision. Et donc là où ils sont plus indécis et ils n'ont pas envie de se prononcer, c'est sur la question du réchauffement climatique. Ça va. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce tableau-là aussi. J'ai l'impression que plus ils sont indécis,
Enfin, plus il se partage entre le rouge et le bleu, en gros, entre le oui et le non, plus tu as aussi des gris, c'est ça? Des gens qui n'ont pas répondu. Oui, sauf pour... en fait, souvent, le manque de consensus, il est beaucoup plus lié à l'ambiguïté de la formulation. Ah oui, d'accord. Où ils ont envie de répondre oui, mais en même temps ils savent ce qu'on met derrière. Enfin, donc ça va créer des réponses beaucoup plus ambivalentes. Voilà. Alors là, j'avais envie de vous, puisqu'on fait de la recherche appliquée, de vous mettre un exemple de ce que ça peut donner en fait quand on. Donc là, vous avez des exemples c'est le robot Twitter du CSEM. Donc c'est un robot qui publie l'information pour chaque séisme qui est ressenti. Donc c'est tout automatique. Et donc pour cette question de la prédiction de séisme qui arrive en général après un grand séisme, on a décidé d'inclure dans notre fil Twitter. Donc là, vous voyez pas, mais ça fait vraiment partie d'un corpus de 10 ou 12 tweets pour après un séisme. Et donc, c'est deux types différents de tweets, mais qui en gros ont la même fonction. C'est vraiment la question d'éduquer et de dire attention, il est possible qu'il y ait dans les prochaines minutes ou heures des prédictions de séisme. On ne peut pas les prévoir. Voilà pourquoi. La question, c'est, donc voilà, on a fait ces tweets sur la base des travaux qu'on avait menés. On a peu d'idées de est-ce que ça va être efficace ou pas. Donc, on a lancé là une étude de decision making, donc de comment on fait une décision par rapport à ces tweets, pour savoir si les personnes qui voient ce tweet sont assez enclines ou pas à le partager ou pas, à le commenter, voilà, ou même à le lire. Voilà, donc ça c'est complètement une étude en cours, on n'a pas encore les résultats, mais c'est pour dire l'état de la recherche. Voilà. Et donc j'en viens à une partie qui intéressera plus nos collègues d'Osmose. Donc juste, Alice a déjà parlé du projet de sismologie citoyenne. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de mettre ces petits Raspberry Shake que vous voyez dans la main de la jeune femme là. Et voilà, et donc l'idée c'est ici, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces fausses informations avec le projet Osmose. Donc après le séisme de janvier, on leur avait posé des questions. On avait posé des questions aux personnes qui font vraiment partie du projet et qui hébergent un Raspberry Shake chez nous, voilà, pour voir un peu quelles étaient les questions qu'elles se posaient et que leur entourage éventuellement se posait pour savoir comment y répondre. On retrouve assez bien les questions qu'on trouve d'habitude avec les fausses informations liées au séisme. Donc là, on avait beaucoup de questions qui étaient est-ce qu'il y a des liens, est-ce qu'un séisme peut en entraîner un autre? Ça, c'était vraiment la question. Il y a d'autres questions qui sont plus liées à l'évaluation du risque et qui sont presque des conséquences assez individuelles. Qu'est-ce que je peux faire aussi finalement en sachant ça? Ça, c'est en quelle année? C'est en 2022. Oui, d'accord. Il y avait des questions sur les mesures de prévention et comme tu disais, sur ces trous dans la mer dont on n'avait pas vraiment entendu parler et dont on a vraiment, grâce à ces citoyens, en fait, eu connaissance de ces questionnements. Et c'est là où la démarche de sciences citoyennes elle est intéressante, c'est qu'on a un accès plus direct aux questions que se posent les citoyens et aux fausses informations qui peuvent circuler. C'est pour ça que je vous ai mis ici une capture d'écran. Donc c'est un groupe, on a un groupe WhatsApp pour échanger avec ces hébergeurs. Et dans ce groupe WhatsApp, on a vu aussi apparaître à un autre moment, et il y a eu un séisme au Mexique. Non, même pas. Non, pardon. C'est encore un autre cas. En fait, il y a juste un hébergeur qui nous a partagé une fausse information que lui-même avait trouvée sur ses groupes WhatsApp. Et dont on n'aurait pas eu connaissance en fait si on n'avait pas créé ce lien avec les hébergeurs. Donc c'est aussi l'intérêt de la démarche de sciences citoyennes, non seulement de pouvoir leur répondre au mieux, mais aussi d'avoir connaissance de ces fausses informations. Donc ça, c'était le même. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment on souhaite répondre à ces questions. D'abord, on prend la question telle qu'elle nous a été posée, on explique qu'est-ce que les scientifiques savent ou pas de la question. Donc c'est vraiment important de dire, on sait ça, mais ça, c'est encore, on ne peut pas complètement répondre à votre question parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Ça, c'est vraiment l'importance de dire ce que la science ne peut pas faire.
et ensuite de reformuler un peu la question et la réponse pour qu'on puisse réutiliser ça de façon plus générale pour une prochaine fois, parce que c'est quand même une démarche qui prend beaucoup de temps pour être d'accord aussi, parce qu'il n'y a pas forcément de consensus scientifique, encore une fois. Donc même à l'intérieur de l'équipe, il faut discuter entre nous. Voilà, ça c'était un peu mes, mes conclusions très pratiques. Voilà. Donc de bien se rappeler que les fausses informations ont toujours existé et que c'est pas forcément des personnes stupides qui les partagent. Tout le monde peut croire à des fausses informations et que c'est surtout l'anxiété et le manque de culture scientifique qui sont déterminantes dans le partage de fausses informations liées au séisme, encore une fois. Et donc, c'est vraiment nécessaire de former des professionnels à la communication. Et aussi, nous, on a plein de recherches encore à faire sur ces questions-là, parce que ça évolue tous les jours. Tous les jours, c'est pas mal. Et voilà, la dernière conclusion que je voudrais faire, c'est vraiment sur repartir de cet aspect de la science citoyenne qui nous permet vraiment d'avoir... de comprendre les attentes et les croyances de la population, mais aussi d'avoir un accès direct, comme je disais, aux fausses informations. Et donc, d'en limiter plus efficacement la portée. Voilà. Et donc, de dire que la désinformation, c'est pas seulement une lutte entre les scientifiques et les citoyens, mais c'est vraiment un riche objet d'étude, et ça nous permet aussi d'établir une relation de confiance. Voilà, ça c'est toutes mes références si jamais vous voulez le PowerPoint, vous les aurez. Et voilà, merci pour votre attention. Merci.